Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, dimanche 13 février 2022. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Nous l'annoncions il y a 2 jours de cela, la 11e édition de la Journée mondiale de la radio est célébrée donc ce dimanche 13 février 2022 à travers le monde. La radio reste et demeure le support d'information accessible à tous et à moindre frais. Malgré l'avènement des réseaux sociaux, la radio a toujours sa place au sein de la population. N'est-ce pas, Arrête Salah? Comme chaque 13 février depuis 2012, on célèbre la Journée mondiale de la radio, une initiative lancée par l'UNESCO. Média de proximité par excellence, la radio est donc à la fois compagnon indispensable des personnes les plus vulnérables qui ont besoin de se faire entendre, en même temps qu'elle est un outil essentiel pour des décideurs politiques afin d'annoncer les mesures prises ou encore des activités menées pour la bonne marche d'un pays. Média peu coûteux nécessitant la mise en œuvre d'une technologie relativement simple, la radio atteint des auditeurs éloignés sur tous les points d'un territoire. Selon l'Union internationale des télécommunications, plus de 75% des foyers des pays en voie de développement possèdent au moins un récepteur radio. Cette journée de la célébration de la journée internationale de la radio a été une occasion aussi pour l'association des caméramans des médias privés ASCAMEF donc du Niger de procéder au renouvellement de son bureau de l'association. Il s'agit donc là d'une assemblée générale qui s'était tenue ce matin au stade général Seyni Kounché. Au terme de ces assises, un nouveau bureau a été mis en place. Le résumé avec Ismaël Moumouni et Abakar Soleil. Raffermir les relations, assurer un renforcement de capacités afin d'élever leurs connaissances professionnelles tout en suscitant l'émulation dans le travail en vue d'accroître la production pour une meilleure redistribution des revenus font partie des raisons qui ont conduit les cadres des médias privés au Niger à s'unir à travers la création de l'association des caméramans des médias privés dénommée ASCAMEP. Cette dernière procède ainsi au renouvellement de son bureau. Le président sortant dresse ainsi le menu de cette assemblée générale. Nous allons au cours des travaux mener des réflexions sur notre apport à l'amélioration de la qualité des images dans cette ère de la télévision numérique terrestre, la TNT. C'est en effet le thème central de nos assises. Et je voudrais inviter chacun et chacune de nous à contribuer du mieux qu'il peut à cette réflexion. Il y va de notre intérêt, car je ne vous l'apprends guère, l'avènement de la TNT, au-delà de la révolution qu'elle constitue, est un réel défi compétitif que les meilleurs, pas seulement les bons, peuvent relever, et au cœur de cela figure l'image. Conscients du rôle important que jouent les opérateurs de prise de vue, les partenaires et les responsables des télévisions privées au Niger ont marqué leur présence à ces assises. Le cinéma et la télévision, le cinéma et les caméramans, le cinéma et les journalistes sont des alliés. Et cette alliance, c'est elle qui fait la sauce de notre travail. Au nom du réseau de radio et télévision indépendantes du Niger, RRTN, je réitère ici l'engagement des promoteurs à vous accompagner dans vos combats et initiatives qui visent à rechercher des meilleures conditions de vie et de travail. Le thème de votre Assemblée générale est pertinent au vu de l'avènement de la télévision numérique terrestre, la TNT, qui requiert beaucoup d'exigences, notamment en termes d'amélioration de la qualité de production audiovisuelle. À l'issue du vote, c'est Adamou Soumaïdi Defao qui est élu comme président de l'ASCAMEP. J'ai fait télé par télé pour proposer aux camarades mon cahier de charge. Et mon cahier de charge n'est rien d'autre que vraiment, nous sommes d'accord que nous avons besoin d'informations. L'Assemblée générale a dit, on est à l'aube du numérique. On doit se mettre à jour. Notre cahier de charge, c'est aussi
faire tout pour que les caméramans restent ensemble. Ce bureau, composé de 11 membres, aura la lourde tâche de mener à bien la mission de cette association, et cela pour un mandat de 2 ans. Des élections qui sont déroulées dans un cadre amical en présence des observateurs. La grève prévue pour se tenir à compter du mercredi prochain, donc la grève des compagnies de transport voyageurs, n'aura pas lieu. Leur organisation, notamment l'organisation patronale des gares modernes du Niger, vient de lever son mot d'ordre de grève. Cette décision intervient après des débats sincères et fructueux qui ont abouti à la création d'un comité technique en charge de prendre les revendications donc en charge des gares modernes. Cette organisation a décidé donc d'annuler son mot d'ordre de grève prévu pour le 16 et 18 février prochain. Les membres de l'OPGN sont chargés donc de respecter leurs structures respectives, précise le communiqué de cette organisation. Créée en 2020, l'amicale des anciens élèves de l'école Gawé 1, c'est à la rive droite, donc élèves de la promotion de 1983-1986 volent au secours de leur ancien établissement 6 dans l'arrondissement communal Niamey 5. En effet, ce matin, l'amicale a mis à la disposition de cette école une importante quantité de tables-bancs. Précision Adam Soumana et Halidou Bourema. Une quarantaine de tables-bancs, c'est la donation offerte par l'amicale des anciens élèves de l'école primaire Gawé 1, 6 dans le 5e arrondissement de la capitale. Un geste qui marque le lancement des activités de cette amicale qui nourrit de nobles ambitions. On s'est réunis, fondé notre propre groupe pour contribuer au développement de notre commune d'abord premièrement. Et on a décidé de commencer d'abord par notre école. C'est dans ce sens qu'on a eu à faire ce groupement. Et nous avons aussi planifié beaucoup d'activités, à savoir tous c'est des activités œuvrant dans le développement de la commune plus précisément. Donc cette activité, on a choisi de faire notre première activité dans notre école. Présents à cette cérémonie, les responsables académiques et de la municipalité n'ont pas manqué de louer cette initiative. Au nom de tout le personnel de l'école Gawé 1 et à mon nom propre, je leur dis merci, merci, merci pour l'acte qu'ils viennent de poser. Parce que c'est un acte salutaire, un acte qui va dans le sens du développement du pays. Parce que on ne doit pas croiser les bras et regarder seulement l'État faire. On doit contribuer, on doit aider l'État pour que l'école marche. Parce que cette école-là, elle nous appartient tous. Vraiment, c'est un acte très salutaire qui doit faire école. Qui doit faire école dans toute l'étendue du territoire. C'est toute l'étendue du territoire. Ça doit faire école. Tous ceux qui ont bénéficié des biens de l'école publique doivent vraiment penser à son développement. Ce don appréciable et tant attendu de l'amicale des anciens élèves de Gawé 1 vient à point nommé car il vient appuyer les multiples efforts de l'État à mettre les élèves dans les meilleures conditions d'apprentissage. Je tiens à vous dire merci pour ce don qui sera utilisé à bon escient. Ce geste vraiment est un geste très louable. Et par conséquent, nous lançons un appel à tous les autres promotionnaires de cette école, tous les autres qui ont fréquenté cette école, d'emboîter le pas à ce groupement qui vient d'être né il y a 2 ans, comme le président l'a dit, et de faire ce même geste. Vraiment, au nom des autres collègues, je vous dis merci. Comme le dit un adage, aux âmes bien nées, la valeur n'atteint point le nombre d'années. Ainsi, malgré son jeune âge, car créé il y a seulement 2 années, l'amicale des anciens élèves de l'école Gawé 1 vient de prouver qu'elle se soucie du bon fonctionnement de l'école publique nigérienne par cette donation visant à offrir aux scolaires de leur ancien établissement un cadre adéquat d'apprentissage. Merci Adam Soumana. Elle a été officiellement déclarée par les autorités de la région de Niamey sur le territoire de la région. C'est la grippe aviaire hautement pathogène. L'annonce a été faite par le gouverneur
donc, qui a déclaré la ville de Niamey infectée sur un rayon de 10 km. Voyant l'évolution de cette maladie dans ce reportage signé Abouakar Ibrahim et Halidou Bourema. Zoonose très infectieuse. La grippe est une maladie à caractère épidémique, contagieuse et qui se manifeste de façon très variée. Dans un communiqué publié il y a de cela quelques jours, le gouvernement nigérien avait déclaré la ville de Niamey totalement infectée sur un rayon de 10 km. Plusieurs grandes fermes de la ville sont déjà concernées par la question et ont donc été instruites d'appliquer des mesures pour limiter la contagion. Mais quelle est l'origine de cette maladie et comment se fait la transmission? C'est une maladie infectieuse qui est très contagieuse, qui est due à un virus de la famille des orthomyxovirus et qui affecte d'une façon générale les oiseaux. Ça peut être des oiseaux domestiques, ça peut être des oiseaux sauvages. C'est une maladie qui a une importance économique pour la simple raison qu'elle peut provoquer 90 à 100% de mortalité, particulièrement dans sa forme suraiguë. Ça, c'est la première des choses. Il faudrait que les gens comprennent l'importance économique de cette pathologie. Le deuxième aspect, c'est que c'est une maladie qui a une importance que je dirais qui est d'actualité. Pour la simple raison qu'en 2021, il y a eu une épidémie au Niger et en 2022 aussi, il y a une épidémie au Niger. Dans la sous-région, il y a aussi d'autres pays qui ont observé cette même pathologie, entre autres le Burkina. Dès lors qu'on dit peste, c'est un signe annonciateur que c'est une maladie qui provoque une forte mortalité. Rappelez-vous de la peste humaine, même si ce n'est pas le même agent. Là-bas, c'est une bactérie, Yersinia pestis. Rappelez-vous de la peste bovine, rappelez-vous de la peste porcine, de la peste aviaire et même de la pseudo-peste aviaire. Dès lors que vous entendez le mot peste, c'est qu'il y a une forte mortalité. Ensuite, concernant les modes de transmission, comment se fait que les sujets tombent malades? Il y a deux modes de transmission. Le mode de transmission direct et le mode de transmission indirect. Le mode de transmission indirect, c'est le contact entre les sujets malades et un sujet sain. Donc, ce qui fait que ceux qui sont sains vont commencer à faire la maladie après une certaine incubation pour avoir été en contact avec les malades. Dans le communiqué du gouvernement, il était conseillé l'abattage systématique et sur place de tous les oiseaux contaminés. Mais un des responsables d'une ferme de la place affirme avoir tout perdu en un laps de temps avant même d'appliquer la mesure préconisée. Depuis qu'il y a eu le circulaire, moi c'est juste après le circulaire, là j'étais venu, c'est que sûr, c'est un virus vraiment qui a tel la pluie que c'est juste quelques secondes. Hein. Il y a juste des tremblements et puis voilà. Donc ça a commencé avec une dizaine et le lendemain déjà on est parti à des centaines. Donc directement on a averti la Bruxelles, ils sont venus, ils ont passé, ils nous ont donné le résultat hier. Donc si vous remarquez maintenant il n'y a aucune poule. Donc normalement la prochaine étape c'est l'abattage. Donc il n'y a même pas le temps de venir abattre. Pour les poules pondeuses il y a 1000 et maintenant il y a les poules d'ornement, il y a les pintades, et il y a les pans donc, qui sont atteints jusqu'aux Autriches. Existe-t-il une possibilité de transmission de l'animal à l'humain? Le docteur vétérinaire traduit la piste de la possibilité et recommande des mesures à prendre. La peste aviaire est une zoonose. Autrement dit, c'est une maladie qui se transmet des animaux à l'homme et vice-versa. Mais il y a la nécessité de prendre des mesures prophylactiques pour étouffer rapidement les foyers. Et pour cela, il faut appliquer tout simplement les mesures de la prophylaxie générale. En termes de mesures de prophylaxie générale, il y a deux situations. Lorsque vous êtes dans une ferme indemne où la maladie n'existe pas et lorsque vous êtes dans une zone où le foyer est déjà déclaré. Lorsque vous êtes dans une zone où la maladie n'est pas déclarée, la principale mesure à prendre, ce sont des mesures barrières. Il faut prendre toutes les mesures pour empêcher l'introduction du virus dans votre ferme ou dans votre pays. Et à ce niveau, ce sont des mesures qu'il faut prendre au niveau des frontières, concernant l'interdiction de toutes les espèces qui sont sensibles, leur commercialisation, leur attroupement, les foires, tout ce qui peut faire en sorte que le virus qui est à l'extérieur du pays ou de la ferme puisse entrer dans le pays ou de la ferme.
À la date d'aujourd'hui, selon la dernière situation de la grippe dans la ville de Niamey, 87 022 effectifs de volailles sont infectés et la mortalité cumulée s'élève à ce même nombre. Il est globalement conseillé d'appliquer à la lettre les mesures prises pour freiner non seulement la propagation, mais aussi la transmission à l'humain. Merci Brahma Boubacar. Et pour parler plus en détail sur cette maladie avec de nouveaux éléments certainement, nous recevons sur ce plateau Dr Ibrahim Mamana Laminou. Il est médecin vétérinaire et chercheur au CERMES. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour revenir sur cette maladie de la grippe aviaire qui est en train de faire certainement des ravages. Elle continue? Oui, elle continue, comme vous le voyez sur les images. Donc, il y a 4 fermes qui ont déclaré des mortalités, 2 fermes modernes et puis 2 fermes familiales. Et visiblement, c'est la forme suraiguë avec une forte mortalité pouvant aller de 90 à 100%. Donc, vraiment, comme je le disais, c'est une pathologie qui a une très grande importance économique. C'est une entrave au commerce international, c'est une entrave au développement économique, c'est une entrave à l'aviculture. Mais cette maladie, elle est nouvelle chez nous, c'est une vieille maladie? C'est une vieille maladie qui date depuis la nuit des temps, mais il faut reconnaître que ces derniers temps, il y a ce qu'on appelle la mondialisation. Les distances entre les pays se sont rapprochées, le commerce international s'était intensifié, les moyens de transport tels que les avions se sont intensifiés, si bien qu'aujourd'hui, en 24 heures, une maladie qui s'est déclarée dans un coin du monde tel que la Chine, on a vu l'exemple de Wuhan avec le SARS-CoV-2, peut se retrouver en 24 heures en Italie, aux États-Unis, en Afrique. Donc c'est une pathologie qui a toujours existé, mais que la mondialisation et le commerce international a fait en sorte qu'elle se retrouve un peu partout. Même si certains pays industrialisés arrivent quand même à mettre des mesures de biosécurité pour protéger leur élevage. C'est surtout les pays à faible revenu tels que les pays d'Asie, les pays de l'Afrique et certains pays de l'Amérique latine qui payent le plus lourd tribut de cette pathologie. Oui, dans cet élément qui vient de passer, il y a 2 jours qu'on a réalisé ça. Donc déjà, on parle de plus de 87 000 têtes abattues. Et docteur, qu'est-ce qui explique cette fréquence de la propagation de cette maladie? En ce qui concerne sa propagation, il faut dire qu'il y a surtout la faune sauvage, les oiseaux sauvages. Et parmi ces oiseaux sauvages, il y a des oiseaux migrateurs qui quittent d'un point du globe à un autre, selon la saison. Ce qui fait que quand ils arrivent dans une zone où la maladie n'est pas là et qu'il y a une population qui est sensible, eh bien très rapidement la maladie se déclare. D'autre part aussi, il y a tout ce qui est les oiseaux qui vivent sur l'eau, tels que les canards, tels que les oies, bref, les animaux aquatiques, ils ont la possibilité d'héberger le virus sans pour autant manifester la maladie. Eh bien, malheureusement, 2 fois, on se retrouve avec des élevages où il y a une mixité. Tu peux trouver à la fois des poulets, des canards, des oies. Donc cela ne pardonne pas. Ce sont des facteurs de risque qui font que la maladie va rapidement apparaître. Est-ce qu'il y a des espèces qui sont un peu épargnées de cette maladie? Est-ce qu'il y a des espèces qui sont un peu épargnées de cette maladie? Épargnées. La peste aviaire touche tous les animaux domestiques, tous les oiseaux domestiques et les oiseaux sauvages. Mais les palmipèdes sont moins sensibles. Ils sont des réservoirs. Autrement dit, ils hébergent le virus et ils font soit une maladie fruste, soit ils ne la font pas. Oui, donc, docteur, comment traiter cette maladie ici chez nous? C'est une maladie à déclaration obligatoire. Il n'y a pas de traitement. C'est une maladie virale, mais c'est surtout les mesures de prophylaxie qui sont appliquées pour se débarrasser de cette maladie. D'une part, il y a les mesures de prophylaxie médicale, c'est la vaccination. Et d'autre part, lorsque la maladie est apparue, ce sont les mesures de prophylaxie sanitaire. C'est le stopping out, c'est la limitation du déplacement, des attroupements pour réduire la contamination, mais aussi c'est la surveillance. Et enfin, la mise en place de toutes les mesures de biosécurité pour que les fermes non contaminées ne soient pas contaminées. Aussi, vous pouvez nous rappeler un peu certaines de ces mesures? Donc, comme je le disais dans l'entretien, lorsque la maladie arrive au niveau d'un foyer, on va délimiter ce foyer parce que c'est l'épicentre, c'est là où il y a la maladie. Donc, cette zone, le plus souvent, elle est appelée la zone A. Autour d'elle, dans le cadre du communiqué, on a délimité jusqu'à 10 km, c'est la zone B. Et enfin, au-delà de la zone B, c'est la zone C.
Dans la zone A, c'est le stamping out de tous les sujets qui sont malades et de tous les sujets qui sont en contact avec et qui sont aussi sensibles. Pour la simple raison que même s'ils ne sont pas malades, ils peuvent être en incubation. Donc la maladie peut se déclarer d'un moment à l'autre. Donc pour cela, pour tarir l'infection, on fait en sorte d'étouffer la maladie dans son foyer. Donc c'est élimination de tous les sujets sensibles. Dans la zone B, là, il faut réduire les risques de contagion. Donc pour cela, il faut réduire les attroupements entre les animaux, il faut réduire les marchés, il faut réduire les foires, il faut réduire toutes les possibilités qui vont créer la rencontre entre les différents sujets. Et enfin, dans la zone C, c'est la zone d'observation. À ce niveau, on peut renforcer l'immunité des sujets en faisant la vaccination. Est-ce qu'il y a le risque de contamination de l'animal à l'homme? Oui, la grippe aviaire est une zoonose. C'est une maladie qui est transmissible des animaux à l'homme. Chez l'homme, le plus souvent, elle peut provoquer de la fièvre, de la toux, une pneumonie et puis une détresse respiratoire qui peut conduire à la mort. Donc, ces cas s'observent surtout chez les personnes qui sont en contact avec des sujets qui ont été malades ou bien dans un environnement ou en contact avec un environnement contaminé. Je pense que de 2003 à nos jours, l'Organisation mondiale de la santé a notifié 862 cas de grippe humaine due au virus H5N1. Et rien qu'en 2021, des pays tels que l'Inde, des pays tels que la Chine ont déclaré des cas humains dus à des virus grippaux de type aviaire. Donc, docteur, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu les signes de cette maladie? Quels sont ces signes? En ce qui concerne la manifestation clinique de cette pathologie, il faut dire qu'il y a essentiellement 3 formes. Il y a la forme foudroyante qu'on appelle la forme suraiguë. Après une incubation de 2 à 4 jours, eh bien, vous allez constater 90 à 100% de mortalité. Vraiment, elle est foudroyante. La deuxième forme, c'est la forme aiguë. C'est une maladie septicémique, autrement dit, tous les organes sont atteints, avec des localisations préférentiellement au niveau de l'appareil respiratoire, au niveau du tube digestif et au niveau du système nerveux. Lorsque c'est l'appareil respiratoire qui est atteint, les animaux ont beaucoup de difficultés à respirer. Ils ont un mucus qui se produit au niveau des bronches et au niveau des trachées qui font que les sujets sont obligés de faire des mouvements de la tête pour essayer de mieux respirer. Lorsque c'est une localisation au niveau digestif, elle se traduit essentiellement par une diarrhée. Et cette diarrhée, elle est caractéristique, elle a une couleur verte. Et beaucoup d'ailleurs l'appellent la maladie de la diarrhée verte. Et enfin, lorsque c'est une localisation nerveuse, les sujets tombent tout simplement, ils n'arrivent pas à se déplacer, et ils font usage de leurs airs pour se déplacer et ils finissent par mourir. Et enfin, il y a la dernière forme, c'est elle qu'on rencontre dans les pays où la maladie s'est installée dans la durée. Donc c'est la forme qu'on appelle la forme enzootique et c'est surtout dans certains pays d'Asie qu'on peut rencontrer cela. Et tout à l'heure dans le reportage, on a vu un monsieur, donc il a apparemment perdu tout. Maintenant, après ça, quel est le temps pour abattre et pour faire le traitement et pour reprendre ses activités? Quelle durée ça peut prendre? Donc lorsqu'il y a cela, on va appliquer le stamping out, mais ce n'est pas aussitôt après le stamping out qu'il faut ramener les sujets. Il faudrait faire ce qu'on appelle un vide sanitaire. Il s'agit d'observer une période d'au moins 4 semaines pendant lesquelles les sujets ne sont pas mis dans l'élevage. D'autre part aussi, il faudrait attendre pour voir l'évolution de la maladie. Est-ce qu'elle va s'étendre vers d'autres fermes ou bien on va arriver à la contenir? Donc tous ces facteurs interviennent pour dire qu'on ne peut pas dire avec certitude que c'est dans un mois ou dans 2 mois qu'on va relancer la production au niveau de ces fermes. Il faut attendre voir l'évolution de la pathologie. Donc peut-être docteur, pour finir avec vous, quels sont maintenant vos conseils à l'endroit de la population par rapport à cette peste? Par rapport à cette épidémie, s'il y a un conseil à donner au niveau des éleveurs, ce que les éleveurs doivent comprendre que l'élevage, ce n'est pas de l'amateurisme. L'élevage, vraiment, c'est une activité professionnelle. Et pour s'engager, il y a un minimum de formation et d'information à avoir. Il faudrait que les fermes, lorsqu'on les construit, que ces fermes soient construites dans une zone qui est isolée, isolée de la population, une zone qui n'est pas accessible aux oiseaux migrateurs.
Et d'autre part aussi, au niveau de la conception des élevages, il y a ce qu'on appelle des normes zootechniques à respecter, afin que on réduise les risques de contamination. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il y a ce qu'on appelle les mesures de biosécurité. Ce sont les mesures qui vont empêcher d'avoir une contamination au niveau d'une ferme. Par exemple, les mailles des grilles doivent être de telle sorte que des sujets ne puissent pas s'introduire pour venir manger soit les grains qu'il y a dans la ferme, soit venir s'abreuver. Dans le travail de l'élevage, le fermier doit être bien informé. Il doit être bien formé pour qu'il sache comment les maladies se transmettent et par conséquent qu'il réduise les risques de contamination. Par exemple, on peut faire une erreur professionnelle pour amener un nouveau sujet, alors que dans une ferme professionnelle, on ne peut pas, après avoir engagé une conduite en bande, amener un nouveau sujet. Dès que vous amenez, et surtout si c'est un sujet qui vient du marché ou qui vient d'ailleurs, c'est des risques. Il y a un certain nombre de principes en aviculture, le principe de la marche en avant, le principe de non-entrecroisement des courants de circulation, le principe de séparation des secteurs souillés et des secteurs propres, la prophylaxie, le programme de vaccination, il faut les respecter. Bref, les mesures sont nombreuses. Dans un seul plateau, il est difficile de les énumérer toutes, mais on peut dire d'une façon générale, il faut respecter les mesures de biosécurité pour éviter la contamination de nos fermes. Ok. Merci, docteur Ibrahim Mamalamine. Je rappelle que vous êtes médecin vétérinaire et chercheur au CERMES. Merci pour toutes ces précisions sur la grippe aviaire actuellement sur le territoire de la région de Niamey. Je vous remercie. Merci aussi à vous d'avoir suivi cette édition. Nous sommes à la fin. Je vous souhaite de passer une excellente nuit et bon début de semaine. Au revoir. Merci.